Bonjour à tous, bienvenue, c'est l'équipe basket, le podcast de la rédaction de l'équipe qui parle basket. Je suis Xavier Colombani et j'ai le privilège de remplacer ou du moins tenter de suppléer ou peut-être même faire un peu oublier l'absence de Guillaume de Goulet qui n'est pas là cette semaine pour ce 10e épisode. Le privilège, j'insiste, car pour certains observateurs, vous savez, les observateurs, c'est le nom qu'on donne aux journalistes, aux autres journalistes, quand on ne sait pas dire. Donc, pour les observateurs, nous sommes tout simplement dans la plus belle semaine basket de l'année. Et oui, rien que ça. Déjà par la NBA, on est en plein cœur du match entre Houston et Golden State. Le match 2 a eu lieu la nuit dernière, a été remporté par Houston. On en parlera en premier, puis on enchaînera avec Boston-Cleveland. Et cette question qui nous brûle les lèvres, Boston est-elle l'équipe qui joue le mieux au basket actuellement, en NBA ou même ailleurs ? On évoquera ensuite un championnat dont on parle sans doute pas assez, et c'est dommage parce que ça se passe juste en bas de chez vous, en face de votre pavillon ou à un pâté de maison, c'est-à-dire la Jeep Elite, alias la Pro A, alias le championnat de France de basket première division. On connaît désormais le programme des playoffs après une saison à suspense. On évoquera ça, on décortiquera ça, notamment avec Liliane Trévison qui a beaucoup suivi ça cette saison. Enfin, on a ce week-end le NEC plus ultra du basket FIBA, surtout en cette première année depuis des lustres où il n'y a ni JO, ni mondial, ni championnat d'Europe. Donc le Final Four de l'Euroleague, c'est le NEC plus ultra. Pour ceux qui aiment le basket tactique, le basket à la Obradovic, ça tombe bien, il y a et on en parlera à la fin. Très rapidement, puisqu'on en a déjà parlé dans le podcast numéro 8, que vous pourrez retrouver sur le site L'équipe, n'hésitez pas, l'onglet basket. On en reparlera quand même un petit peu, on donnera nos favoris. Et pour parler de ça, donc il y a Liliane, que j'ai déjà présentée. Bonjour Liliane. Bonjour Xavier, bonjour à tous et à toutes. À ma gauche, Gaëtan Scherer, qui semble étrangement pas vraiment se réjouir de la première place à la draft de Phoenix. Détrompe-toi, je suis absolument ravi. Bonjour à tous. Et à New York, Maxime Mallet, notre correspondant qui doit manger des Frosties en contemplant Central Park de la baie vitrée de ton appartement, c'est ça ? Moi j'ai une vue sur Prospect Park, en fait, à Brooklyn. Bonjour à tous. Et Max, je reste avec toi tout de suite pour la première question. Donc Houston a égalisé contre Golden State, 1-1. Deuxième match qui se passait à Houston. Le premier avait été remporté par Golden State 119-106. Le deuxième, beaucoup plus facilement par les Rockets, 127-105. Alors avant même de parler du jeu et de l'enjeu, Max, la question elle est très simple. Est-ce que cette finale avant la lettre, ce duel qui était tant attendu, répond pour l'instant aux attentes en termes de dramaturgie, de petites ou de grandes histoires ? Disons qu'il y a eu un ouf de soulagement après le match 2. C'est vrai que le match 1 a donné l'impression que ça pouvait tourner court à l'avantage de Golden State. Le dicton en NBA, c'est qu'une série commence vraiment quand une équipe remporte un match à l'extérieur. Là, c'est un petit peu l'inverse pour cette finale de conférence Ouest. C'est la victoire de Houston très large qui redonne un peu de souffle. Il donne du souffle tout simplement à cette finale qui s'arrête pendant 2 jours avant de basculer à Golden State. C'est vrai que maintenant tout le monde est impatient de voir la réponse à la réponse de Golden State, ce que les champions en titre vont être capables de faire après, ce qui a tourné un peu à la démonstration pour Houston. On les pensait pas forcément capables de réaliser ça, s'imposer de 22 points, de faire une bascule totale de 35 points entre 2 matchs. Donc on va voir ce que Golden State a dans le ventre un petit peu. On les connaît, les Warriors. Mais c'est vrai qu'après une saison où ils se sont promenés gentiment en saison régulière, on va voir si l'interrupteur dont ils ont beaucoup parlé peut s'activer toujours aussi avec autant d'efficacité dans ces playoffs. Liliane, Kevin Durant a déclaré après cette rencontre qu'il prenait toute la responsabilité de cette défaite, ce qui est un peu particulier puisqu'il a quand même marqué 38 points, mais lui il mettait beaucoup l'accent sur le début de match où c'était pas trop réussi, il avait perdu une balle d'entrée, fait une faute et il disait après derrière c'était contagieux, Houston était dans le match. Alors, est-ce que la clé est vraiment là ? Je pense pas que la clé soit dans le mea culpa de Kevin Durant qui a fait ce que Kevin Durant doit faire, ce qui était conforme à ce que Houston attendait, puisque même avant le début des séries, Mike D'Antoni avait prévenu ses joueurs, il avait dit Houston ne doit pas focaliser sur Kevin Durant, il marquera ses
ses points, mais par contre, il faut cibler tous les autres. Et je pense que c'est ce qui a été fait. Donc, effectivement, ça me fait penser un petit peu, alors c'est un rapprochement un peu osé, mais c'est un petit peu le LeBron James de Cleveland, c'est-à-dire c'est une équipe qui se remet dans les mains d'un joueur et après le joueur fait son mea culpa. Non, je pense que Kevin Durant n'a rien à voir là-dedans. C'est un peu la déconfiture totale de son équipe qui est en cause, qui a été un petit peu absente défensivement. Effectivement, lui n'a pas fait une très bonne entame, mais son équipe ne l'a pas faite non plus. Et c'est la première fois que Houston peut dérouler du jeu comme ils ont déroulé du jeu hier soir. Ils terminent avec 5 joueurs à 16 points et plus. C'est une performance collective extraordinaire. Ils mettent 22 points à Golden State. C'est le plus lourd écart jamais consenti en play-off par Golden State depuis que Kevin Durant y a signé. Ils ont signé un match presque parfait. Ils ont été présents défensivement et ils ont roulé offensivement. Et on ne peut pas dire que ce soit entièrement la faute de Kevin Durant si tu as 5 joueurs à 16 points à Houston. Il ne peut pas défendre sur 5 joueurs à lui tout seul, même s'il focalise une bonne partie de la défense adverse. Donc je pense qu'effectivement, il ne faut pas sous-estimer la qualité de la prestation collective de Houston, avec un banc qui a répondu présent. Quand on a Eric Gordon qui sort du banc, qui vous donne 27 points, bah oui, voilà, ça aide à gagner un match. C'est pas non plus forcément la faute à Kevin Durant. Donc je crois qu'il ne faut pas sous-estimer la dimension collective du jeu qu'a proposé Houston sur ce match 2, qui était crucial évidemment, parce que quand on est chez soi, c'est quand même mieux de gagner le deuxième match avant de partir à Golden State. Et Gaëtan, justement, on a beaucoup parlé cette saison de James Harden, forcément de Chris Paul aussi, surtout là avec les playoffs et la fameuse malédiction qu'il avait aux Clippers, de Clint Capella qui est devenu un joueur essentiel. Mais est-ce que ce match-là n'a pas montré que le salut de Houston viendrait essentiellement de ses seconds couteaux, et il faut le dire avec des grands guillemets? Oui, exactement. Le salut, le succès en tout cas viendra de l'apport de ces seconds couteaux, de ce qu'ils pourront apporter en plus de James Harden. Il y avait un match qui m'avait beaucoup marqué au début des playoffs, c'était le match 2 contre Minnesota au premier tour, où James Harden termine à 2 sur 18 au tir, il fait 1 sur 10 à 3 points, et pourtant ce jour-là Houston gagne de 20 points. Alors c'était peut-être que Minnesota à côté, mais ça montrait qu'il y avait tout le collectif derrière, tous ces seconds couteaux, tous ces lieutenants, qui avaient un rôle absolument déterminant dans le succès de Houston. Quand on regarde hier, vous avez Eric Gordon, comme l'a dit Liliane, qui est à 27 points. Vous avez aussi PJ Tucker qui sort le match de sa vie à 22 points, à 5 sur 6 à 3 points. Et Trevor Ariza qui est une pièce très sous-estimée du puzzle des Rockets, autant en défense qu'en attaque, qui est aussi à 19 unités. Tous ces seconds couteaux, alors évidemment, on pourrait parler de Clint Capella, mais lui, il est déjà dans la dimension supérieure. C'est déjà un pilier de cette équipe. Tous ces seconds couteaux, le jour où réussissent à sortir un gros match, Houston est quasiment intouchable, que Harden soit à droit ou pas. Les 3 que j'ai cités tout à l'heure mettent 24 points au match 1, ils en mettent 68 au match 2, et ça change tout. Et ils ont encore de la marge, parce que vous avez Luc Mbah-a-Moute, dont Yann Onona a fait une très bonne interview dans l'équipe plutôt cette semaine, je vous encourage à le lire, qui est à 1 sur 11 depuis le début de la série. Alors certes, il apporte en défense, mais ça reste quand même très limité. Et si jamais vous avez encore des Joe Johnson, des Ryan Anderson, dont le temps de jeu a chuté maintenant tout au long de la saison, mais si ces joueurs-là réussissent à sortir de leur boîte, Houston en fait est quasiment intouchable. Houston justement pourrait tout à fait remporter un des 2 prochains matchs à Golden State, tu y crois? Oui, j'y crois. Disons que la plus grande probabilité est que Golden State mette le feu. C'est quand même rare que Klay Thompson et Stephen Curry, qui sont complètement troués au match 2, fassent 2 mauvais matchs de suite en play-off. Mais je pense que cette équipe de Houston, qui est aussi très sous-estimée sur le plan défensif, ils ont des excellents éléments défensifs. Les stats avancées montrent que c'est une équipe qui est capable de tenir des beaux match-ups. Je pense qu'ils sont en mesure, avec un Mike D'Antoni qui a réussi à mettre en place un système qui fonctionne et en lequel ses joueurs croient. Je pense qu'ils peuvent aller chercher un match à Oakland, et du coup la série, ça pourrait vraiment, vraiment devenir explosif. Liliane ? Oui, vas-y. Oui, je lisais notamment dans les médias de San Francisco qu'effectivement, les principaux reproches que les observateurs, comme tu le précisais, donc les journalistes qui suivent cette équipe de Golden State, faisaient à cette équipe, c'est qu'elle s'était un petit peu promenée mentalement sur ses acquis d'une saison pas trop compliqué, et surtout d'un premier match où elle avait gagné à Houston. Et en fait, pas mal de journalistes mettaient en évidence que cette équipe avait des hauts et des bas émotionnels et de concentration, et que effectivement, eux voyaient dans ce match 2 le reflet un petit peu d'un relâchement mental, psychologique de cette équipe de Golden State. Alors, comme le soulignait Gaëtan, ce qui effectivement, il ne faut pas oublier, effectivement, peut-être que Golden State s'est vu un petit peu trop facile après une victoire sur le parquet de Houston. C'est aussi que cette équipe de Houston défend terriblement
vraiment bien. Et c'est vrai que le duo Thompson-Curry, qui avait marqué 46 points au match 1, on a marqué 24 sur le match 2. Donc, c'est pas non plus le fruit du hasard. On peut dire qu'ils se sont trouvés, mais on les a aidés à se trouver un petit peu quand même. Et c'est vrai que tout le monde, cette année en NBA, a souligné la dimension défensive qu'avait pris Houston, que cette équipe n'avait pas forcément dans ses devancières. Le prochain match donc entre Houston et Golden State aura lieu à Auckland et ce sera dimanche. Mais avant, il y aura eu le 3e match à l'Est dès samedi entre Boston et Cleveland. Alors là, le suspense est un peu moins intense puisque Boston mène 2-0 après avoir gagné de 25 et 13 points à domicile. Max, la question peut paraître provocante, mais elle se pose. Est-ce qu'il faut encore croire en Cleveland ? La question elle est différente, c'est est-ce qu'il faut encore croire est-ce qu'il faut croire que LeBron James peut battre les Celtics à lui tout seul, parce que pour l'instant il a vraiment quasiment aucune aide de ses coéquipiers. Alors il a fait un match à 40 points, triple-double, et puis Cleveland perd malgré ça, donc c'est vrai qu'on se demande vraiment qu'est-ce qui peut se passer pour que ces Cavaliers reviennent dans la série. Le match 3, bien sûr, va être hyper décisif et on va regarder si tout, là pour le coup, des vrais seconds couteaux de Cleveland qui sont tout juste au statut de second couteau, voire 3e par leur rendement, donnent. Je pense à J.R. Smith, à Rodney Hood, à George Hill notamment. Il y a aussi des remplaçants comme Clarkson, Nance Jr., Osman qui jouent quasiment pas. C'est vrai que on se demande si ces joueurs vont se réveiller parce que ils ont été catastrophiques jusque-là et que si on laisse LeBron James et Kevin Love tout seuls, il va y avoir aucune chance pour ces Cavaliers. J'ai cru que tu n'allais pas citer le nom de Kevin Love finalement, mais est-ce que Kevin Love, là encore, ça pourrait être encore plus provocant, c'est de dire sert à quelque chose ? Non. Il est à quel niveau pour l'instant dans cette série ? Mais Kevin Love, il est pas au niveau de LeBron James, mais bon, ça, il y a personne qui est à ce niveau-là. Mais dans ses playoffs, il tient plutôt la baraque. Il a été un peu absent contre Indiana, puis il s'est réveillé. Il est plus présent que les autres. C'est vrai que il y a eu une télévision locale de Boston a fait une petite séquence. Quel est le cavalier le plus inutile dans cette série, dans ces 2 premiers matchs? Et donc ils les ont classés. Et c'est vrai que les joueurs qu'on retrouve, c'est ceux que je citais, J.R. Smith qui est catastrophique en attaque et qui a l'air d'être complètement absent de voir des petits oiseaux quand il s'agit de défendre, qui en plus commet des grosses fautes qui auraient peut-être pu se faire exclure pour son geste, sa poussette sur Horford dans les airs. Donc George Hill, depuis son arrivée, c'est vrai que il y a quelque chose qui fonctionne pas, alors qu'on s'attendait à ce qu'un joueur d'expérience comme ça et de talent trouve sa place assez facilement. Rodney Hood, depuis qu'il est arrivé d'Utah aussi, c'est catastrophique. Je crois qu'il a 1 sur 11 à 3 points en plus, un match de 2e tour où il refuse de rentrer dans le 4e quart-temps. Monsieur n'avait peut-être pas estimé que le garbage time c'était pas pour lui. Donc c'est vrai que Kevin Love il peut toujours mieux faire. C'est un joueur qui est capable de mettre 30 points et de prendre 15 rebonds. Mais c'est plus vers ces joueurs-là que j'ai cités qu'on se tourne pour chercher de l'aide aujourd'hui. En même temps, c'est vrai qu'en face, ils ont une équipe qui joue fabuleusement bien. On parlait de la qualité défensive de Houston, mais alors qu'est-ce qu'il faudrait dire sur Boston? Au point de se poser la question, Gaëtan, est-ce que Boston n'est simplement pas l'équipe qui joue le mieux? J'allais dire la meilleure équipe, mais ce serait un lapsus. L'équipe qui joue le mieux en NBA en ce moment. Oui, on peut le dire. Tout dépend de ce qu'on cherche quand on regarde du basket. Si on en regarde pour des matchs à plus de 120 points, non, c'est pas Boston. Si on en regarde pour des dunks à gogo et un All-Star Game à longueur de temps, non, c'est pas Boston. Mais Boston, c'est l'équipe de puristes par excellence qui déroule un jeu aussi, disons, fluide en attaque que agressif en défense. Défensivement, c'est des joueurs qui sont capables de travailler et de défendre à tous les postes. Vous avez un Al Horford qui est passé d'un Ben Simmons contre Philadelphie à là pendant cette série il est capable de tenir il est capable de tenir George Hill sur certaines séquences. On l'a vu à un moment, George Hill qui essaye d'attaquer le panier, il le suit le long de tout l'arc à 3 points, il le suit ligne de fond, il le compte derrière, c'est un poste 5 sur un meneur et ils sont tous capables de le faire. On a vu Marcus Smart, Jaylen Brown, Marcus Morris, Jason Tatum défendent tous respectivement l'un après l'autre sur LeBron James et tous l'ont tenu.
C'est assez impressionnant à voir. Et puis, puisqu'on parle de beaux jeux, c'est peut-être surtout en attaque qu'il faut insister, mais oui, l'attaque de Boston est absolument magnifique parce que si vous avez 5 joueurs qui sont capables de défendre sur les 5 postes, vous avez aussi 5 joueurs qui sont capables de l'autre côté du terrain de se créer des shoots, qui sont capables tous de scorer 15-20 points. Vous avez déjà 4 joueurs de Boston qui ont fini meilleur marqueur sur un match cette saison durant les playoffs, 4 joueurs différents. Pour prendre juste l'exemple de Cleveland, il y en a 2 et Kevin Love ne l'a fait qu'une seule fois. C'était au match 1 de cette finale de conférence. Et puis il y a plein d'équipes qui ont essayé de s'ajuster à ça depuis le début de la saison, notamment durant ces playoffs, et aucune n'a réussi. C'est-à-dire que vous avez toujours une équipe, vous avez 2-3 joueurs, vous vous dites ils sont moins solides offensivement, on va pouvoir leur envoyer notre défenseur le plus faible, comme ça on peut se concentrer sur les autres. Il y a les Sixers qui ont essayé de faire ça en envoyant JJ Redick sur Jason Tatum au match 1. Le résultat, c'est qu'ils se sont pris 28 points du petit rookie. Il y a les Cavs qui ont essayé de faire ça en envoyant Korver sur Jaylen Brown, pareil au match 1 des finales de conférence. Il en a planté 23 et les deux, ça s'est soldé par une défaite. Et ce matin, on a donc appris qui étaient les 3 finalistes pour chacun des grands trophées et Brad Stevens, l'entraîneur de Boston, en faisait partie. Sauf que dernière nouvelle, c'est pas lui qui l'a eu, c'est Dwayne Casey de Toronto qui a été viré depuis. C'est un petit peu le symbole du fait que personne n'avait vraiment vu arriver Boston à ce niveau en play-off. On avait vu beaucoup en saison régulière, ça on est complètement sûr, mais tout le monde pensait qu'avec les forfaits, ça baisserait. Ça ne baisse absolument pas, donc on en parlera évidemment la semaine prochaine. Là, on va basculer sur un championnat qui est un tout petit peu différent. Il y a parfois la même couleur de maillot, il y a le même ballon et le même nombre de joueurs, mais disons que c'est autre chose. C'est la Jeep Elite, puisque la 34e et dernière journée de la saison régulière a eu lieu mardi dernier. Les quarts de finale aller auront lieu mardi et mercredi prochain. C'est assez simple, dans l'ordre d'apparition et pas forcément du classement. Nous aurons donc Le Mans face à Lasvel, Strasbourg contre Nanterre, Monaco opposé à Pau et Limoges défié par Dijon. Liliane, toi qui as suivi donc assidûment cette saison, si tu devais retenir qu'un seul de ces duels, tu préférais suivre lequel ? J'aurais une petite préférence pour ce Strasbourg-Nanterre qui rappelle sans doute de très très mauvais souvenirs à Strasbourg puisque c'est le remake de la finale qui a sacré Nanterre champion de France en 2013 et on sait que Strasbourg porte dès qu'arrivent les phases finales une espèce de malédiction sur les épaules. Alors là évidemment il ne s'agit pas d'une finale, on est en quart, mais Nanterre est une équipe qui effectivement avait posé beaucoup de problèmes à Strasbourg en 2013, qui arrivait peu ou prou dans les mêmes conditions puisqu'en 2013, l'année de leur titre, ils terminent 8e, juste qualifiés pour les playoffs et ils s'en vont chercher le titre à Strasbourg après avoir pris une mémorable branlée au premier match puisqu'ils sont menés je crois de 34 points et ils gagnent les 3 suivants, donc c'était un truc hallucinant, du jamais vu. Et en fait ils n'avaient pas une équipe, ils avaient peut-être une équipe un peu plus talentueuse que celle d'aujourd'hui, mais en fait ils avaient une équipe qui revenait de loin, ce qui est aussi le cas aujourd'hui parce qu'ils ont été longtemps en balance et ils ont dû cravacher les gars de Pascal Donadieu pour arracher ces playoffs, donc ils vont aller à Strasbourg sans avoir grand chose à perdre, avec juste l'envie de jouer comme Nanterre sait le faire, avec un Heiko Schafarczyk qui remonte un peu la pente après avoir eu un petit creux là les dernières semaines, qui a été très très impressionnant lors du dernier match à Limoges. Donc moi je pense que on peut être agréablement surpris dans cette série. Je ne pense pas que ça va se terminer par un sweep, un 3-0. Voilà. Et puis je pense que dans la tête de Strasbourg, ça résonne encore un peu l'échec vraiment, vraiment très violent de 2013 en finale face à cette équipe de Nanterre qui arrivait de la 8e place du championnat. Et je pense que ça peut provoquer quelques remises en question, enfin pour les joueurs, en tout cas, ils ne sont plus là. Maintenant, il doit rester 3 joueurs plus le coach ou 2 joueurs plus le coach de cette épopée maudite de Strasbourg en 2013. Mais bon, vous savez comment c'est, les sportifs sont de grands superstitieux, on va bien leur rappeler ah oui, souvenez-vous, Nanterre 2012-2013, là ça s'est pas bien passé. Donc voilà, donc je pense que c'est une série qui va être agréable. En plus Nanterre c'est une équipe qui joue, c'est une équipe qui a rien à perdre, qui aime bien jouer, donc qui va jouer. Ça va pas être de la défense à mort, ça va pas être voilà, mais ça va être je pense du beau match, du beau jeu et Strasbourg a une équipe hyper talentueuse cette année quoi. Donc a priori il devrait passer en demi normalement mais bon, sur un format court en 3 matchs, il y a beaucoup de pression, premier match à domicile. On sait que beaucoup de coachs n'aiment pas ça, en disant que ça leur met une pression maximale, que le moindre faux pas du coup se paye cash. Et voilà, je pense que ça va être une série assez sympa à suivre, vraiment, vraiment. Et justement, le vainqueur de Strasbourg-Nanterre affrontera normalement le vainqueur de Le Mans-Asvel.
ça donne l'impression que la partie basse du tableau est un peu plus relevée que la partie haute, où Monaco semble avoir, surtout pas un boulevard quand on sait les erreurs ou les échecs qu'avait connus Monaco les années précédentes, dès les quarts de finale, mais du moins peut-être un petit peu moins relevé, notamment avec la présence de Dijon qui a perdu un de ses joueurs majeurs, Jacques Alinguet, dernièrement. Est-ce que c'est un faux semblant ou est-ce qu'effectivement cette partie basse du tableau, avec tous ces noms finalement, ces noms du championnat, est plus relevée ? Oui, il y a effectivement des oppositions qui vont déboucher sur des matchs qui seront, je pense, plus compliqués, plus difficiles, plus intenses que d'autres. On parlait de NBA tout à l'heure. Alors, je disais, vous parliez effectivement en disant que la Chip Elite est à votre porte. Ceux qui sont nostalgiques du Boston Garden peuvent aller à Antares au Mans, où on a quasiment le même parquet, la même couleur de parquet qu'au Boston Garden. C'est vachement sympa. Donc voilà, oui. Alors, Le Mans-Asvel, oui, c'est une série en fait qui est assez illisible, je trouve. C'est certainement deux des équipes les plus illisibles du championnat, qui ont été capables de gagner des gros matchs, qui se sont fait taper au coin du bois. On ne sait pas trop dans quelle dynamique ça va arriver, on ne sait pas trop comment ça va se passer. Ça peut perdre à domicile, ça peut gagner à l'extérieur. C'est un peu illisible. C'est deux équipes qui ne sont pas très fiables. Voilà. Le Mans, par contre, petite flatterie au Mans, c'est quand même l'une des rares équipes de ce championnat qui n'a pas changé son effectif. Voilà, c'est une équipe qui, comme elle le fait souvent d'ailleurs les années d'avant, n'ouvre pas la porte au changement en cours de saison, retouche rarement, sauf blessure évidemment, ses effectifs. Donc c'est une équipe très stable. Voilà, il y aura peut-être, je l'espère pour eux, un peu d'ambiance à Antares. C'est un petit peu, bon, ceci dit, il n'y en a pas une tonne non plus à l'Astrobal. Villeurbanne vient encore de changer un joueur. On parlait d'équipe stable, et là Villeurbanne qui a fait venir Cliff Alexander à l'intérieur début avril, s'en débarrasse aujourd'hui. Bonjour Julian Gamble, on ne sait pas trop, bon, ça faisait pas la maille, voilà. Il y a des approximations quand même dans cette équipe qui sont quand même étonnantes vu le budget et les investissements consentis. Voilà, ça va être une série indécise, je pense, parce que c'est deux équipes qui sont imprévisibles et qui peuvent prêter le flanc à un faux pas chez elles, qui peuvent faire un exploit le match d'après. Enfin, voilà, c'est assez illisible. Et sur la partie haute du tableau, est-ce que Limoges peut être considéré comme la wildcard, puisque je rebondis sur ce que tu disais, est-ce que Antares, on espère qu'il y a de l'ambiance, s'il y a bien une salle dans laquelle on sait qu'il y en aura une, c'est Beaublanc, et que venu en play-off, ça peut toujours être un peu le facteur X. Mais c'est plus que le facteur X, que je pense que personne voulait aller jouer Limoges en quart de finale avec Beaublanc. C'est donc Dijon qui a hérité. Voilà, et c'est malheureusement Dijon qui a fait une fin de saison extraordinaire, avec des petits moyens, 16e masse salariale du championnat, qui a fait une fin de saison magnifique, et qui malheureusement est privé de son meilleur joueur, qui était son moteur, son meilleur joueur à l'évaluation, Jacques Alinguet, qui s'est rompu le tendon d'Achille, alors même qu'il allait signer un gros contrat. C'est vraiment à Strasbourg. C'est vraiment dommage pour lui, et ça va être très très dur pour Dijon, parce que gagner à Beaublanc dans l'ambiance de folie qu'il va y avoir, il faut vraiment avoir une équipe super armée, super stable mentalement, qui est capable de trouver des solutions à tout. Et là, Dijon me semble un petit peu dans la partie je me reconstruis après un choc énorme, la perte de Jacques Alinguet. Ça va être un petit peu compliqué de remettre tout le monde en ordre de marche. Et il cherche un joueur en plus, donc il va vraisemblablement, s'il arrive, s'intégrer très vite à un groupe qui fonctionnait très bien. Donc je crois que ça va être très dur pour Dijon. Ouais. Jacques Alinguet ne participera pas aux playoffs parce qu'il est blessé, d'autres n'y participeront pas parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Gaëtan, qui sont finalement les grands absents, que ce soit individuels ou collectifs, de ces playoffs? Il y a le tenant du titre, d'abord, tout simplement. Il y a Chalon, qu'on ne verra pas cette année en playoff, mais on l'a senti assez vite venir. Ils avaient réalisé un début de saison catastrophique, et je pense que Jean-Denis Choulet, avec une interminable saison à la tête de cette équipe, il y a encore pas longtemps, pendant l'un des derniers matchs de la saison, il a dit avec certains, plus tôt ça se terminera, mieux ce sera. C'était assez vindicatif, mais on peut le comprendre. Ils ont fait une belle remontée sur la deuxième partie de saison avec Enzeli, avec Nate Walters, mais ça n'a pas suffi. On a aussi assez vu venir l'élimination du BCM Gravelines, qui ne sera pas là, qui a fait 13e. C'est un très mauvais résultat, très décevant par rapport aux ambitions qu'il pouvait avoir, mais ça s'était mal parti aussi. Il y a DJ Cooper, l'ancien MVP, qui est parti au bout de 4 matchs en disant que c'était une erreur, donc on aurait pu le sentir. Donc on n'a pas l'ancien MVP en play-off. Voilà. On n'a pas le nouveau MVP en play-off aussi. On n'a pas le nouveau MVP, puisque Bourg-en-Bresse fait 9e, et que Zachary Peacock, qui a été élu hier MVP, 2 fois MVP en Pro B, et maintenant il est en Pro A, ce qui est assez improbable. Il ne jouera pas les playoffs non plus. Puis une petite dernière équipe quand même, c'est le Valois,
qui avait peut-être le joueur le plus connu du championnat, Boris Dio, qui est arrivé cette saison. Ils ont échoué à la 10e place. Fred Fotou estiment qu'ils ont manqué d'expérience cette saison. Voilà, Boris Dio et Prepelic n'ont pas suffi. On aurait bien aimé les voir, c'est dommage. Ils ont fait une saison trop irrégulière pour atteindre leurs objectifs. La question maintenant sera de savoir si on reverra justement Boris Dio jouer, que ce soit en club ou en sélection. La question ne se pose pas encore. Alors si on ne sait pas sur le passé, on sait au moins sur l'avenir avec le Final Four de l'Euroleague et la petite pépite Luka Doncic. Alors comme je vous le disais au début, on a déjà parlé dans un précédent podcast que vous pouvez retrouver donc sur le site L'Équipe, le podcast numéro 8, puisqu'on en est au 10e. Là, on va faire quand même très très vite les demi-finales. On a donc le Fenerbahçe Istanbul de Zeljko Obradović qui affronte le Žalgiris Kaunas, le Petit Poucet, à 18h demain, vendredi, dans la première demi-finale. Et le vainqueur affrontera soit le CSKA Moscou de Nando De Colo, mais pas de Léo Westermann, qui forfait sur blessure, hélas, au Real Madrid de Fabien Causeur et de Luka Doncic, justement, la petite merveille. Et justement, Max, je te pose la question, est-ce qu'on parle aux États-Unis du Final Four de l'Euroleague, ne serait-ce que par rapport à Luka Doncic, dont on sait très bien qu'il pourrait être cette année le numéro 1 de la draft? On dit peut-être à Phoenix, je dis ça au hasard. Ouais, il est vu comme numéro 1 ou numéro 2 avec DeAndre Ayton d'Arizona. Alors c'est vrai qu'il y a deux connexions logiques pour ces deux joueurs, puisque DeAndre Ayton, Arizona, Phoenix Suns, voilà, c'est géographiquement ça marche. Et puis Luka Doncic, on sait que le nouveau coach de Phoenix, c'est Igor Kokoškov qui l'a entraîné avec la Slovénie pendant l'Euro. Il y a, bon, franchement, je vais pas vous mentir, c'est pas l'événement du week-end là, aux États-Unis. C'est vrai que surtout avec ce calendrier de play-off, de finale de conférence où les télés chargent les matchs sur le week-end. Donc là, on a deux soirées jeudi soir, 2 soirées sans match. Mais il y a quand même un petit truc, la demi-finale du Real Madrid et de Doncic sera diffusée sur NBA TV. Alors ce sera pas en direct, ce sera même avec quasiment 24 heures de décalage samedi matin en la heure seconde mi-temps américaine. Mais il y a un petit quelque chose, une petite attention qui va être portée, comme on avait dit dans le précédent podcast. Il va pas faire de workout pour les équipes, donc c'est vrai que les équipes 1 et 2, Sacramento et Phoenix, vont sans doute regarder ce match-là et ce Final Four particulièrement attentivement pour décider est-ce que c'est numéro 1 ou numéro 2. Et ben on finira justement là-dessus, c'est CSKA Real ou Fenerbahçe Žalgiris. Qui est-ce que vous voyez finalement passer en finale? Qui est-ce que vous voyez remporter la finale? Gaëtan, Liliane, je ne sais pas qui veut s'exprimer. Liliane? Moi, je vais laisser parler le cœur ou la raison ou un peu des deux. J'aime beaucoup ce qu'a fait Saras Jasikevičius avec Kaunas. Je trouve ça remarquable. Je me dis c'est un peu un Nanterre à la lituanienne. Ils n'ont rien à perdre, ils sont là. C'est magnifique, ils portent tout un peuple derrière eux. Bon, allez, je mettrais bien affectivement une petite pièce sur Kaunas, mais je pense qu'on verra le CSKA en finale, ça c'est sûr. J'y crois. Je suis pas tout à fait d'accord que ça soit sûr. Enfin oui, en tout cas, le CSKA fait partie est peut-être le grand favori de ce Final Four. Ils ont dominé toute la saison régulière. Maintenant, ils se retrouvent face au Real Madrid dès la première demi. C'est quand même pas cadeau. C'est sans doute l'équipe la plus dense, avec l'effectif le plus profond de tout ce Final Four. J'ai tendance à penser en tout cas que ce serait le vainqueur du Real CSKA qui ira au bout. C'est vrai que Kaunas, ça serait une belle histoire, mais il se retrouve face au Fener, champion en titre, qui a quand même réussi une sacrée saison avec malgré des départs de Bogdanovic ou de Ekpe Udoh, qui avait fait MVP du Final Four l'an passé. Et puis une petite statistique repérée par Yann Onona, à qui je rends décidément beaucoup trop hommage dans ce podcast. Mais il a repéré qu'effectivement, Obradović, s'il venait à gagner cette édition de l'Euroleague, il en serait à 10 titres et ce serait un de plus que le club le plus sacré de l'histoire de la compétition, le Real Madrid, ce qui est quand même un sacré accomplissement. Yann Onona mérite malgré tout les compliments. D'ailleurs, il est à Belgrade ce week-end et il aura peut-être l'occasion d'en parler dans le prochain podcast. Vous nous retrouverez la prochaine fois vendredi prochain et non pas jeudi. On avait avancé ça un petit peu avec le Final Four de l'Euroleague. Ça aurait été quand même dommage de ne pas en parler. Merci de nous avoir suivis sur le podcast de la chaîne L'équipe et au prochain. Au revoir. Bye bye. Bye bye.